Bienvenue dans Startup, le rendez-vous des entrepreneurs, tous les mercredis à 12h30 en direct sur Décideur TV et Madines. Vous avez la parole comme d'habitude dans cette émission grâce au chat à côté de cette vidéo. Et si vous posez une question en étant connecté à votre compte Décideur TV, vous aurez peut-être la chance de gagner le téléphone des décideurs que voici, offert par notre partenaire Invoxia. Les startups et les grands groupes vivent-ils dans le même monde? C'est la question que l'on va se poser dans cette émission avec nos deux invités qui ont accepté de venir sur ce plateau. Christophe Agnus, bonjour. Bonjour. Alors, je commence par vous car c'est un peu votre histoire qui a inspiré le thème de cette émission. Je rappelle, il y a un mois, vous avez adressé au patron du CAC 40 dans une lettre ouverte une offre de stage avec pour mission principale, je cite, « comprendre le quotidien de ces patrons de TPE-PME qui subissent de plein fouet les effets de la crise économique ». Et vous allez ainsi accueillir prochainement Jean-Paul Chifflet qui est le directeur général du Crédit Agricole. Et je rappelle également que vous êtes le fondateur de Sopixi, une startup fondée en 2012 qui permet de créer son site gratuitement. C'est ça. À vos côtés, Thibault Langzade, bonjour. Bonjour. Président fondateur d'Acoba, établissement qui propose des cartes de paiement sur mesure, fondé en 2009. Alors la semaine dernière, j'ai annoncé que vous étiez candidat à la présidence du MEDEF. Eh bien, cette information est aujourd'hui caduque. Je l'ai annoncé le 6 février au Salon des entrepreneurs, donc ça, il y a 4 mois. Voilà, il y a 4 mois. Et là, vous vous êtes rallié avec un autre candidat, Pierre Gattaz, qui était là sur ce plateau il y a quelques semaines d'ailleurs. Donc vous faites front commun du coup autour d'une même candidature. On parlera également de ces élections au MEDEF et de la voix des entrepreneurs durant cette élection. Merci à vous d'avoir accepté en tout cas cette invitation. Christophe, je vais commencer avec vous cette émission et revenir sur cette petite histoire voilà, avec ces patrons du CAC 40. Pourquoi ce coup de sang, ce coup de gueule envers les patrons du CAC 40? Ce n'était pas un coup de gueule, c'était une réaction à des propos de Louis Gallois, oui. Qui disait dans un livre d'Hervé Hamon, qui disait qu'il parlait de la solitude du grand patron et il disait mais il y a un pour qui c'est encore pire, c'est le patron de PME. Le patron de PME, il fait tout, il gère le banquier en direct, il a le stress, c'est souvent son argent qu'il a mis, etc., etc. Et il disait, pour les grands patrons qui ont parfois la tête qui enfle, ça leur ferait du bien d'aller faire un stage dans une PME où ils verraient ce qu'est la vraie vie. Lisant ça, je dis, mais il a tout à fait raison. Donc, j'ai pris ma plume, j'ai fait 40 courriers, pas courriel, courrier, et j'ai envoyé plus 4, en fait, j'ai envoyé 40, un courrier à chaque patron du CAC 40, plus 4 politiques, de droite, de gauche, c'est-à-dire Copé, Borloo, Désir et puis Pellerin, en leur disant venez voir. Et alors, qui vous a répondu? Alors, ce qui est intéressant, c'est d'abord la rapidité. Il y en a un qui a répondu le lendemain et un autre le surlendemain. Le lendemain, Xavier Huard de Vinci qui a répondu en disant que très merci beaucoup, mais il connaissait bien les PME puisque sa société était un conglomérat de PME. Le surlendemain, réponse de Maurice Lévy par écrit, à la main. Un mot manuscrit, disant à peu près la même chose. Et le troisième jour, un mail signé de Jean-Paul Chifflet disant « J'ai bien reçu votre message, ma réponse est 2 points chiche ». Voilà. On a eu une... Donc il viendra quand dans votre entreprise? Il ne veut pas qu'on le dise, mais il était très prochainement. Voilà. C'est dans les mêmes dans les jours qui viennent. Et les autres, alors si Jean-Paul Agon de L'Oréal a répondu au bout de 3 semaines, 1 mois, une lettre assez étonnante d'ailleurs, mais bon, il a répondu. Étonnant dans quel sens? Je dirais que son français était étonnant. Et sinon, je ne vais pas lui jeter la pierre, au moins il a répondu. Et puis sinon, on a eu, c'est ça que je trouve très intéressant et qui justifie la démarche, je pense, 40 non-réponses. 40 silence absolu. Et d'ailleurs, je m'apprête, parce que ça fait 2 mois en fait qu'on a envoyé le courrier. C'était le 15, il y a 2 mois, donc le 15 prochain, 2 mois après. Je recontacterai toutes ces personnes en leur demandant si leur silence évolue ou s'il est stratégique. Quoi. Et juste une dernière petite question à ce sujet-là. Qu'est-ce que vous allez faire durant ce stage avec M. Chifflet? Le stage est un terme un peu exagéré. Il va passer une matinée en fait, avec nous. L'idée, c'est qu'on échange. L'idée, c'est qu'il voit l'équipe, il voit les gens, il voit comment ils travaillent, il voit nos conditions de travail. Et puis après, qu'on ait un échange en tous les deux sur toutes ces problématiques de relations, ces problématiques de vision différente des choses. Il se trouve qu'étant directeur général du Crédit Agricole, il a la possibilité de porter certains ressentis à des niveaux où moi je ne peux pas aller. Donc c'est très bien, ça permettra de lui faire passer un certain nombre de messages. Après, libre à lui
de décider s'il s'en fait le relais ou pas. D'accord. Voilà. Thibaut, alors vous, quand vous avez lancé votre candidature, comme vous le disiez, c'était au Salon des entrepreneurs, ce qui est un symbole très très fort. Est-ce que vous pensez que justement dans les instances représentatives des patrons, les TPE, PME, les entrepreneurs ne sont pas suffisamment représentés et leur voix n'est pas assez entendue? Alors, c'est un problème qui est extrêmement compliqué et on ne Ouais. peut pas y apporter une seule réponse. Moi, je vais te donner juste un premier point. Au MEDEF, moi, je suis en charge du Small Business Act. J'ai tourné à peu près dans tous les pays européens pour voir comment fonctionnait, on va dire, la politique destinée aux entreprises et comment fonctionnait la relation interentreprises. Le premier constat, c'est que nous sommes le seul pays en Europe à avoir des médiateurs du crédit, médiateur à la relation interentreprise, médiateur au marché public, ça peut se comprendre, qui soient nommés par le président de la République. Tous les autres, ce sont les organisations professionnelles qui gèrent la relation interentreprise. Nous, on a quelqu'un qui est totalement à l'extérieur, nommé par le président de la République, qui rend des comptes à un ministre pour gérer la relation interentreprise. Bon, c'est un premier constat et je pense que c'est à nous, organisations professionnelles, de le faire au travers de nos fédérations. Quand vous regardez le conseil exécutif du MEDEF, vous avez toutes les professions qui sont représentées. Vous avez les banques, les assurances, le service, le numérique qui sont représentés. Et donc, sur ce sujet, je pense que c'est un vrai sujet qui doit être porté par le patronat. Après, si on rentre un peu plus dans le détail, la stratégie filière, qui est quelque chose qui, à mon sens, doit être au cœur de notre économie, n'est absolument pas portée. Et donc, on a une organisation qui comporte 700 000 membres. Une fois que vous avez retiré le SBS 120, les 4000 ETI, le 440, vous avez globalement que des PME qui sont au MEDEF. Et donc, c'est un sujet qui doit être porté pour que… qu'on a du MEDEF. Alors, ce n'est pas tout à fait l'image que l'on a du MEDEF, mais c'est une problématique d'image et marketing. Mais ce qui compose aujourd'hui les forces vives du MEDEF, sur les 700 000 adhérents, ce sont des PME, des TPE qui sont aujourd'hui, qui doivent être probablement mieux représentés en termes d'image. Maintenant, sur les mesures qui sont portées par le MEDEF, globalement, ça va majoritairement sur ces entreprises-là. Donc, vous avez répondu à une question d'un internaute justement qui demandait que peut faire le MEDEF pour fluidifier les relations entre grands groupes et startups. Vous venez d'y répondre. Je vais reprendre dans votre communiqué de presse, là, quand vous avez annoncé votre alliement à Pierre Gattaz. Vous dites, je vous cite, j'entends aussi forger aux côtés de Pierre un MEDEF de vision qui accompagne au mieux les mutations du dialogue social qui s'opèrent entre les TPE et les PME. Celles-ci ne répondent pas aux mêmes règles que celles admises dans les grands groupes. Alors, j'ai fait de vous inviter, on est tout à fait dans le thème. Qu'est-ce qui explique moi, je vais prendre un exemple. Il y a eu l'accord national interprofessionnel. Ça a été voté le 11 janvier. C'était un bon accord parce que ça concerne toutes les entreprises. Mais dans cet accord, on a tiré un élastique pour essayer d'encapsuler toutes les entreprises. Et moi, les primes, les complémentaires santé, je les paye dans ma boîte et je ne les payais pas avant. Les primes de précarité sur des contrats où on a besoin de souplesse, moi je les paye, je ne les payais pas avant. Et d'avoir de la souplesse pour mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi, moi ça ne me concerne pas. Le dialogue social, il est dans ma boîte, j'ai 20 salariés, je n'ai pas de syndicat, j'ai une carence en tant que délégué sur les délégués du personnel parce que voilà, le dialogue social, il est fait dans cette boîte. Je pense que pour essayer d'inverser un peu la tendance, il faut sortir des négociations interprofessionnelles qui sont des grands cadres structurants pour aller davantage dans les branches, pour tenir compte, on va dire, de la spécificité des petites et moyennes entreprises. Et probablement de bien donner des outils à ces branches pour pouvoir gérer soit le dialogue social, soit la relation interentreprise. Aujourd'hui, si on parle de la flexibilité du temps de travail, et des 35 heures, si on met un peu les pieds dans le plat, vous avez des grandes industries qui n'ont pas du tout envie de remettre en place les 35 heures. Dans l'industrie automobile, ça a été tellement compliqué de le mettre en place, ils étaient déjà à 37 heures, ce n'est pas un sujet pour eux. En plus, les cadences de production font qu'en ce moment, ils n'ont probablement pas intérêt. Mais dans le service, moi, le cadre qui est dans une jeune boîte ou le non-cadre qui est dans ma boîte, on a besoin d'une flexibilité et d'une souplesse. Et donc, l'organisation du temps de travail, c'est un vrai sujet qui doit être porté par les branches et absolument pas à mon sens, dans le cadre d'un accord interprofessionnel. Donc, il faut donner plus de souplesse dans notre organisation, aux branches, pour justement avoir une meilleure interaction avec les petites et moyennes entreprises. Alors, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet également, dans vos expériences respectives. Vous avez tous les deux, je rappelle, travaillé dans des grands groupes avant de créer votre boîte. Thibaut chez Shell et Butagaz. Christophe, un ancien de l'Express et de Mondadori. Qu'est-ce qui change le plus par rapport à un grand groupe, si ce n'est la moquette qui est forcément un peu plus épaisse, mais… Je dirais le rapport au temps. Ouais. Le rapport au temps n'est pas du tout le même. C'est-à-dire dans une grande société, vous avez une inertie et une capacité à attendre qui est beaucoup plus forte. Dans une petite société, l'impact de toute décision est immédiat. Donc le rapport au temps n'est pas le même et le temps de décision du coup n'est pas le même. Dans une grande société, moi j'étais toujours frappé de voir que du style, il y avait des réunions. D'abord, il y a une réunionnite
terrible dans les grandes sociétés. Et la réunion servait souvent à la fin, on allait faire une réunion pour décider de la date de la prochaine réunion, quoi. Je veux dire, et qu'il n'y a pas d'urgence. Un projet qui prend 3 mois dans une PME va prendre 1 an et demi dans un grand groupe. Donc après, effectivement, ça c'est une vraie différence. Après, vous avez un rouleau compresseur. Le groupe, c'est un rouleau compresseur. Quand il se met en marche, vous avez une efficacité qui est prodigieuse parce que vous avez tout se met en marche, tout fonctionne. Et là, effectivement, le grand groupe a l'avantage par rapport à la PME. Donc on est dans des mondes qui n'ont rien à voir, qui ont des avantages et des inconvénients chacun. Mais si vous avez tous les deux fait le choix de la start-up, c'est qu'il y a quelque chose qui vous manquait dans le grand groupe. Qu'est-ce que c'est, Thibaut, pour vous? Non, mais c'est vrai, ce rapport au temps est important, mais il est vrai que la start-up, c'est une embarcation légère, avec une très grande vélocité pour pouvoir affronter les vagues. Il n'en reste pas moins que les vagues, vous les prenez et violemment. Là, que le grand groupe, c'est un tanker, il écrase tout sur son passage, mais il est à 12 nautiques. Vous, la première vague, elle vous fait quasiment chavirer et vous êtes obligé de vous accrocher au bastingage. Donc le premier point que j'ai ressenti, c'est bien évidemment la prise directe avec les mesures que je prenais qui pouvaient avoir une influence tout de suite sur mon business. Et puis, il y a quand même un point, c'est que la prise de risque, elle est totale. Parce que moi, j'ai mis mes fonds propres. Avec mon associé, on y a mis des fonds propres. On a remis de l'argent au moment où il fallait remettre de l'argent. Donc, le stress, il n'est pas du tout le même. La prise de risque n'est pas du tout la même. Quand vous hypothéquez votre baraque et que globalement, vous avez votre femme qui dit « ça va la boîte », le risque n'est pas le même. Évidemment, cette prise de risque, quand vous êtes dans une PME adossée à un grand groupe, c'est que du bonheur. Vous pouvez prendre toutes les latitudes, les mesures que vous voulez. Vous pouvez vous planter sur votre stratégie et on ne vous tapera dessus. Mais globalement, ça n'a pas d'incidence à moyen terme sur vous. Parce que globalement, vous avez un confort qui est un grand groupe qui vous soutient derrière. Accessoirement, vous avez aussi des niveaux de revenus terriblement plus confortables dans un grand groupe que dans une... Voilà. Moi, j'ai divisé par 3 mes revenus. Donc, en quittant un grand groupe, on prend des vrais risques. On met son argent. On est caution parfois. C'est ce que vous me disiez d'ailleurs en préparant cette émission. Vous me disiez que par rapport au grand groupe, on vous disait dans le grand groupe, attention, tu prends des risques avec ton argent. Vous disiez, mais c'est pas mon argent. Non, quelqu'un me disait un jour, t'es pas trop stressé parce qu'on partait sur les grands plans. Et j'ai dit pourquoi? C'est-à-dire, c'est quand même, on investit beaucoup d'argent. J'ai dit simplement, rassure-toi, c'est pas mon argent. Mais effectivement, dans une PME, une start-up, c'est son argent. Et celui de ses actionnaires, mais on est redevable de ces actionnaires en direct. On les connaît, on les voit, ils sont autour de la table et c'est leur argent, mais parfois, et c'est le nôtre, mais on se connaît très bien. Quand vous êtes dans un grand groupe, moi c'était une boîte cotée, qui dégageait en plus des sommes hallucinantes. Je me souviens, à l'époque en tout cas, il y avait d'énormes bénéfices. Donc on se disait, bon, l'impact, ok, si on lourd sous ce coup-là, qu'on perd, je ne dis pas 500 000, 1 million d'euros, c'est pas très grave quand le groupe dégage 2,5 milliards de résultats. C'est ça. Julien nous demande comment gérer ce choc culturel entre ces deux univers, implication, enjeu, culture managériale. Est-il vraiment possible de travailler en bonne entente et compréhension? Est-ce que vous travaillez avec des grands groupes tous les deux dans vos entreprises respectives et comment ça se passe? Moi, j'ai beaucoup travaillé avec des grands groupes et c'est vrai que je suis un peu déçu fondamentalement parce que j'ai fait l'exercice à différents niveaux. D'abord, quand j'ai créé ma boîte, il y avait un truc qui était très innovant. On a porté l'innovation et on s'est mis dans des pôles de compétitivité. Je suis dans 4 pôles de compétitivité. Et il est vrai que dans les pôles de compétitivité, il y a les grands groupes qui sont là. Et la richesse que l'on a pu avoir sur l'innovation, elle est très forte. Tout ceci, en plus, est financé par nos impôts, puisqu'il y a du fonds FEI, du fonds FEDER qui arrivent et qui viennent financer cette innovation. Moi, ce qui m'a le plus perturbé, c'est l'unité de temps qui n'est évidemment pas du tout la même, parce qu'on porte des projets collaboratifs qui sont très long terme, mais le point le plus important, c'est qu'on n'est pas orienté business. On est très focalisé sur l'innovation, la technologie. Chacun essaye d'ailleurs probablement d'aspirer de l'innovation pour pouvoir la réinjecter dans sa boîte. Donc il faut qu'on soit très prudent. Mais derrière, il n'y a pas une volonté forte de mettre en place la première commande et de dire, tiens, moi je prends une start-up, je l'épaule et je t'assure, si l'innovation est probante, du business qui est derrière et je t'embarque pour aller développer des marchés en France ou à l'étranger. Et dans tous les pôles de compétitivité qui ne sont pas mauvais, je n'ai jamais eu véritablement en face de moi des interlocuteurs qui m'ont dit « Ok, si ça marche, derrière, je t'embarque sur mes clients et c'est derrière une belle réussite. C'est absolument pas ça. Moi, je voudrais juste donner un exemple. J'ai répondu à 2 appels d'offres au même moment pour une grande société dans la téléphonie. La société, moi je suis une start-up, qu'on m'a demandé des cartes et évidemment ça pouvait faire basculer la vision de mon entreprise. Eh bien, avec le grand groupe français, on m'a demandé mon offre économique, mon offre tarifaire, ma capacité de remise arrière, ma participation à la communication. Et après, on a commencé à me demander l'innovation que je portais sur mes produits, à tel point qu'il fallait que je détaille et donner les plans de mon usine monétique. Au même moment, je répondais à l'entreprise allemande. Le
première chose qu'elle me dit, c'est il est super votre produit, mais est-ce que vous êtes capable de le modifier pour qu'on puisse aller chasser du business dans d'autres pays? Et le second point, c'est est-ce que le niveau de marge que vous pratiquez est suffisant pour pas que vous soyez étouffé? Vous êtes une jeune boîte, vous avez besoin d'une référence, mais derrière, est-ce que vous êtes sûr que vous ne tapez pas trop bas? Il y a un monde entre les deux là. Ah, mais il y a un monde entre les deux. Et ça, c'est assez caractéristique de nos boîtes qui sont des rouleaux compresseurs et qui ne pensent pas suffisamment à embarquer les boîtes. Et pour embarquer les boîtes, c'est de la commande. Ouais. Alors justement, ça rebondit tout à fait avec une question d'un internaute qui nous demande comment faire pour que les startups ne deviennent pas des prestataires assouvis des grands groupes. Là, on est tout à fait là-dedans, dans la soumission. Je ne sais pas si vous avez eu ce... Nous, on travaille avec des groupes. On a essayé de répondre à un appel d'offres d'un grand groupe et on a répondu à l'appel d'offres à la demande des gens du groupe, de certaines personnes du groupe qui avaient vu nos produits, qui disaient votre truc, c'est exactement ce qu'il nous faut, il faut que vous répondiez. Ouais. Alors nous, on fait bêtement, on répond. Et ah oui, mais alors pour répondre, il faut passer par le service achat. Bon, très bien. Et alors le service achat nous envoie des documents. Il dit bon, pour que vous puissiez répondre, il vous faut 3 bilans positifs. On avait 1 an et on avait investi massivement. Donc on avait un bilan négatif. Ah vous pouvez pas alors. Donc ça revient un peu à ça. Oui, parce que pardon. C'est-à-dire que la porte était fermée avant même de s'ouvrir. C'est-à-dire que on pouvait même pas montrer ce qu'on faisait. Puisque de toute façon, on n'avait pas le droit de concourir, on ne remplissait pas les cases. Ouais. On remplissait pas les cases. Et je reprends cet argument, c'est qu'effectivement, les grands groupes sont moins orientés business et les grands décideurs, les décideurs intermédiaires des grands groupes sont plus orientés politique interne. C'est-à-dire que la politique et leur positionnement par rapport au reste du groupe est plus important presque que leur business, d'autant que le business est assis sur une masse de gens qui font très bien leur boulot et qui assurent ce boulot au quotidien. Donc le run, il fonctionne. Et en direction, ils essaient surtout maintenant de se positionner pour essayer de voir si on peut prendre la place d'un tel. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit dans un grand groupe, pas un où j'ai travaillé, mais il m'a dit dans mon groupe, j'ai appris une règle et ça m'a beaucoup marqué. Entre les directeurs, la règle, c'est pas à toi de faire, c'est à moi de ne pas faire. C'est-à-dire que tout directeur qui fait quelque chose que l'autre aurait peut-être dû faire va avoir plein de bâtons dans les roues par l'autre pour qu'il ne le fasse pas, pour qu'on ne voit pas qu'il ne l'a pas fait. Voilà, c'est un peu vicieux, mais c'est la politique interne et qui prend 50% de leur temps. Et donc le business, voilà, c'est autre chose. Thibaut, vous avez cheminé à travers l'Europe, peut-être à travers le monde aussi. Je ne sais pas, est-ce que vous avez vu d'autres exemples est-ce que ça marche aussi pareil dans les autres pays ou D'abord, il y a un élément qui est très intéressant, c'est de voir comment fonctionnent les marchés publics. C'est révélateur en fait compte de la relation entre les grands et les petites entreprises. Dans la grande majorité des pays européens, dans les appels d'offres, les entreprises sont bonifiées, les grands groupes sont bonifiés quand ils dévoilent réellement tout leur plan de sous-traitance et qu'ils embarquent derrière des entreprises jeunes, innovantes. C'est réellement pris en considération. En France, les marchés publics ont plutôt tendance à se verrouiller en disant « Ah là, mais attendez, votre sous-traitant, vous êtes sûr qu'il a les reins suffisamment solides ?» Même si dans les textes c'est prévu, parce que tout ceci a évolué sur les codes des marchés publics, il y a une appétence qui est beaucoup plus forte à drainer, on va dire, des jeunes boîtes pour les accompagner. Et en France, il y a un phénomène culturel. On est extrêmement, on va dire, méfiant à l'égard de ces entreprises. Il y a un point qui peut permettre de faire évoluer un peu les choses, c'est que souvent les jeunes entreprises, elles peuvent être déficientes, le business ne peut pas fonctionner. Et il y a un article qui est le L122 bis qui fait que si jamais vous avez un gros client qui représente plus de 80% de votre chiffre d'affaires et que votre boîte capote et que vous avez derrière 5 salariés, il est tenu de vous récupérer. Donc là, il faut probablement adapter un petit peu au cas par cas la législation pour faire en sorte que le but, c'est que moi, je ne sois pas salarié d'une grande boîte dans la téléphonie ou bien évidemment, si j'ai une entreprise, c'est pour prendre des risques et certainement pas pour revendre ma société ou en tout cas me protéger de façon déguisée. Donc là, il y a la législation qui peut évoluer et puis il faut que les grands groupes comprennent que l'innovation est souvent portée par des petites boîtes, il faut leur donner. Alors il y a beaucoup de grands groupes qui font du corporate venture et qui mettent de l'argent, mais mettre de l'argent dans une boîte, c'est super, c'est capital même. Mais la première commande, c'est 10 fois mieux. Parce que la première référence, elle est nécessaire si on veut se développer. Et c'est là-dessus où les grands groupes devraient, à mon avis, mieux miser que d'injecter des fonds ou ci ou là. C'est vraiment de favoriser la première commande. Il y en a un internaute qui me dit « Vos témoignages sont intéressants, dommage qu'ils ne soient pas suffisamment repris et pris en compte par les politiques et les instances patronales. » Ça, j'y veille. C'est ce qu'on vous souhaite. Est-ce que la tentation, quand vous parlez tout à l'heure du petit canot dans la vague, est-ce que vous n'êtes pas dit à un moment donné, la start-up c'est trop compliqué, je reviens dans le confort du grand groupe avec… la tentation de Venise. Voilà, exactement. Est-ce que ça vous a pris ça? Ou est-ce que le plaisir d'entreprendre est plus fort? Alors honnêtement, je ne vais pas mentir en disant que ça n'a jamais effleuré l'esprit. Il y a des moments quand on va très mal, on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis… Et puis après,
le 10 minutes après, on se dit non, on sait pourquoi on est parti, on sait pourquoi on a quitté le groupe, donc on ne va pas repartir dans les mêmes... Et on repart et on se remotive et on repart. C'est l'ascenseur émotionnel. Ouais, c'est ça. Maintenant, de temps en temps, c'est normal quand vous avez un gros coup de blues et que votre femme vous dit comment ça va et que vous dites oui, est-ce que je lui dis que je ne me paie pas ce mois-ci je ne vais pas lui dire parce que ça va lui gâcher ses vacances. À ce moment-là, vous dites bon, je dis rien. Et puis, et je dis merde, c'est vrai, je gagnais 3 fois plus et je ne m'inquiétais pas avant. Mais après, très vite, quand on est entrepreneur, on aime ça, on aime porter et puis on se rappelle tous les freins, on se rappelle tout ce qui fait qu'on est parti. Et puis on se remotive et on repart au boulot. Qu'est-ce qui fait justement qu'on est parti d'un grand groupe? Pour vous, qu'est-ce qui est le facteur déclencheur? Le facteur déclencheur a été pour moi, c'était cette inertie de non-décision et de faire des plans en permanence et que les gens vous disent c'est une super idée, mais on ne le fera pas en permanence. Et là, vous vous dites pourquoi je suis là? Et puis au moment, on dit si je suis là pour faire des plans qui ne sont jamais faits, je m'en vais. Thibaut, vous aussi, quelle est votre Alors moi, c'est venu progressivement, parce que j'étais chez Shell, j'ai basculé dans une PME que j'ai dirigée, et dans cette PME, je me suis éclaté, donc je me suis dit, je la rachète. J'ai fait un plan de rachat, Shell était d'accord pour me la vendre, et puis finalement, ça ne s'est pas fait. Mais j'y avais mis tellement d'enthousiasme, tellement d'énergie pour essayer de racheter cette PME, en disant, mais finalement, ma voie, c'est l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est un peu comme la souris dans un labyrinthe, on passe son temps quand même à taper contre le mur. Mais on avance. Et moi, j'ai arrêté de parler à ma femme parce que tous les soirs, je lui raconte toutes les portes qui se sont fermées à moi. Finalement, l'entrepreneuriat, c'est une montagne permanente qu'il faut escalader. Et elle est faite de mini-échecs en permanence. Enfin, votre client, il vous dit jamais oui tout de suite, l'unité de temps n'est pas la même. Donc, vous surmontez des difficultés. Et j'ai arrêté de parler à ma femme parce qu'elle m'a dit, mais c'est atroce ton truc. Alors que, donc si je te raconte la journée dans le détail, ce ne sont que des déconvenus. Après, il est vrai que vous êtes en prise directe, vous avez une liberté, puis quand ça fonctionne, c'est quand même très fort. Ouais. On vous sent en tout cas passionné quand même parce que vous faites. Vous dites aussi, vous avez parlé, cette offre de stage auprès des patrons de CAC 40, elle est venue dans un contexte de crise aussi. Est-ce que quand vous dites que les TPE, PME, elles ressentent beaucoup plus la crise, qu'est-ce que vous avez en tête? Vous avez des exemples ou vu des choses Je vois tout le temps, parce que il se trouve que Sopici est dans des gens qui ne mettent pas de budget, ou quasiment rien, parce que 94% des gens qui utilisent Sopici ne paient rien. C'est un modèle freemium. C'est un modèle freemium. Donc on les a en support, on les a par mail, et puis nous, on va dans les salons parler avec eux, donc on les écoute. Évidemment, ils ont un mal fou à obtenir des commandes, les problèmes de financement sont énormes, les banques ferment la porte, etc. Donc c'est classique, à part que c'est un classique qu'un grand patron ne peut pas connaître. Parce que, vous savez, je n'ai pas beaucoup d'admiration particulière pour Bernard Tapie, mais un jour, il a dit une phrase très juste. Il a dit quand vous avez 50 000 euros de dette, c'est votre problème. Quand vous avez 500 millions de dettes, c'est le problème de la banque. Et les grands groupes sont dans cette problématique-là. Quand vous avez 500 millions, ils ont 500 millions de dettes, pour eux, ce n'est pas grave, ça se gérera toujours. On négociera avec la banque. Et j'avais autrefois un ami qui était un ancien... un ancien inspecteur du Trésor, qui avait fait inspecteur des finances qui avait fait des opérations près d'entreprises qui allaient mal. Il me racontait des entreprises qui avaient 1000 salariés. L'État leur faisait la croix de leur dette URSSAF d'un coup, en disant c'est pas grave, on annule les 1 an de dette URSSAF pour que vous gardiez les 1000 salariés. Vous avez une TPE qui a 5 personnes. Jamais on annulera sa dette URSSAF. Vous voyez, or, si vous comptez bien, si vous prenez 5-10 000 entreprises de 5 personnes qui ont des problèmes, la masse d'emplois représentée est beaucoup, beaucoup plus grande. Donc parfois, un petit coup de main, ce genre de choses, et ils ne le verront jamais, ce coup de main. Donc oui, on n'est pas du tout dans le même rapport. Une petite question aussi pour finir cette émission, Thibaut, sur l'association Positive Entreprise que vous avez créée en 2006, un think tank qui travaille au renforcement des liens entre la jeunesse et l'entreprise. Est-ce que le problème ne vient pas aussi de la question des études? Est-ce qu'on n'a pas en France un peu trop de formation sur Non, mais il y a un vrai sujet. Et alors, je ne vais pas relancer la polémique parce qu'à chaque fois, ça revient. Mais ceci étant, j'en ai été à l'origine. Prends un manuel de classe, de seconde, manuel de sciences économiques et sociales. On l'ouvre. Et qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur? L'économie abordée uniquement sur l'angle de ses dysfonctionnements. La pénibilité au travail, le chômage, la lutte des classes. Mais jamais, et pas un mot sur l'entrepreneuriat. Et quand on parle de l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est pas péjoratif, ce que je veux dire, c'est un salon de coiffure qui a réussi. Mais qu'on nous parle des grands leaders de l'Internet, qu'on nous parle des grands industriels comme Pierre Bellon, Sodexo, qu'on crée des mastodontes dont on doit être fier, qu'on nous parle de l'innovation que l'on porte dans nos entreprises, dans la santé, mais également dans la chimie,
Non, là-dessus, on a un angle qui est abordé uniquement sous ces dysfonctionnements. Bon, on ne va pas refaire l'histoire. Ouais. Malheureusement, c'est un sachet de thé dans de l'eau tiède. La clé, à mon avis, qui est absolument indispensable, c'est qu'il faut que les patrons soient au plus près dans les universités. Dans les écoles, c'est compliqué, mais au plus près des universités pour peser sur les filières et s'assurer de l'employabilité. Les universités sont en train de se décentraliser, sont en train de s'ouvrir. Il faut qu'on pèse, il faut qu'on soit présent dans les conseils d'administration pour justement peser sur les stratégies filières. Ouais. Moi, j'ai 2 points. D'abord, une fois, j'ai reçu une offre de stage, une demande de stage d'une jeune fille qui était à HEC et en entrepreneuriat. Et puis, au dernier moment, mais la veille de venir, elle m'a informé par mail que finalement, non, elle ne venait pas parce que L'Oréal lui avait fait une offre. J'ai dit bravo, allez faire donc de l'entrepreneuriat chez L'Oréal. Donc il y a aussi, c'est que parfois il y a un rêve et que les gens ne franchissent pas le pas parce que le confort du grand groupe les attire plus. Ouais. Et deuxième point, c'est que il faut aussi que en France, on arrête de penser qu'on peut entreprendre parce qu'on a fait des études. Je rappelle régulièrement à des gens que Branson, fondateur de Virgin, il est parti à 16 ans. Steve Jobs n'avait pas de diplôme. Bill Gates n'a pas de diplôme. Michael Dell n'a pas de diplôme, etc., etc. En France, Xavier Niel, je crois non plus qu'il a été très tôt. Non, il est ingénieur. Je crois qu'il a fait un diplôme d'ingénieur. Mais simplement pour dire que on peut faire des choses. Ce qu'il veut, c'est l'envie et qu'on peut apprendre en marchant. Voilà, c'est important. Très bien, merci beaucoup messieurs. Merci. Bon courage donc, pour porter la voix des entrepreneurs auprès du MEDEF, élection le 3 juillet. 3 juillet pardon. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. Bon courage à vous pour vos startups. Je rappelle un livre sur le Vendée Globe que vous avez publié en 2004, le roman du Vendée Globe, un très bon livre à acheter aux éditions Grasset. Et pour ceux qui veulent également approfondir le sujet, je recommande un article sur le site de Madines qui s'appelle « Pourquoi faut-il fuir les grands groupes et créer son entreprise ?» On est dans le thème. Startup revient la semaine prochaine. Alors, ce ne sera pas moi aux commandes, mais plutôt Agathe qui parlera du crowdfunding avec la fondatrice de Highlight Cinéma et de Saikyo. Merci à vous, très bonne journée, bon appétit et très bonne semaine à vous.